Bienvenue dans cet atelier consacré au management des ressources humaines. Pour vous accompagner dans cette réflexion, le docteur Frédéric Triniszewski, secrétaire général de l'URML, qui vous présentera un certain nombre de choses de l'ordre plutôt du management. À ses côtés, donc Madame Magali Oulès et Monsieur Lionel Stalter du cabinet d'expertise comptable, audit et comptabilité, et qui nous accompagne dans la partie, j'allais dire, plus financière, fiscale, juridique. Et donc pour aborder ce thème, quand on a commencé à chercher la manière dont on pouvait le prendre, finalement on s'est dit que le mieux c'était la chronologie de l'expression des besoins jusqu'à la fin du contrat de travail. On a vu alors on a pris des exemples un peu particuliers et le plus vraisemblablement attachés au fonctionnement du cabinet médical individuel aux associations, mais les réflexions qu'on va avoir, et en tout cas les règles qui s'appliquent, etc., sont bien évidemment exploitées dans l'ensemble des structures que l'on recrute une secrétaire, ce qui est plus souvent le cas et le plus fréquent, ou un assistant, une assistante, etc., à compter du moment où il est salarié. Voilà, alors on ne prend pas plus de temps. On démarre donc le début du contrat de travail par le recrutement et principalement peut-être par le processus de recrutement que M. Triniszewski va vous présenter. Oui, donc le recrutement, c'est un processus incontournable dans la vie de toute entreprise. Malheureusement, il est bien souvent négligé. Alors, pourquoi, comment formaliser un petit peu ce processus de recrutement? La première chose, c'est bien souvent l'apparition d'un besoin organisationnel. Le plus classique, c'est la vacance d'un poste, un départ à la retraite, une démission, un remplacement d'un salarié qui quitte l'entreprise. Alors je vais employer le terme d'entreprise, on est dans l'entreprise médicale, donc je vais employer le terme d'entreprise. Mais également, parfois, c'est une création de poste par l'apparition d'un nouveau besoin ou la création toute simple d'un besoin qui n'était pas présent auparavant, en particulier dans les cabinets médicaux, la création du cabinet médical. Alors, à l'issue de cette apparition de besoin, avant de se lancer dans une démarche de recrutement, il paraît indispensable de faire une analyse précise du besoin en recrutement. Et ça passe par deux éléments importants. Première chose, l'établissement d'une fiche de poste qui définit avec précision les besoins et les attentes que l'on a pour la mission qui sera demandée à ce futur salarié. Et la deuxième chose, c'est l'établissement d'un profil de candidat. C'est deux choses différentes. Le profil de candidat, lui, il prend en compte d'autres contraintes qui vont être des compétences, des qualifications, une formation, éventuellement une expérience professionnelle. Donc, c'est à l'issue de ces deux étapes-là, on va pouvoir se lancer dans cette démarche de recherche de candidats. La recherche de candidats, deux éléments également là-dessus. Première chose, la rédaction de l'annonce, ou de l'annonce, on va appeler ça comme ça, qui revêt un caractère essentiel, parce que c'est la précision et la qualité de cette annonce qui va faire que le processus de recherche de candidats et de sélection derrière sera nettement simplifié et on gagnera un temps considérable. Et le deuxième point là-dessus, c'est quels sont les canaux de recherche. Alors, il y a plein de possibilités, des candidatures spontanées. Ça, on ouvre un cabinet médical ou une entreprise médicale, on croule sous les CV de candidatures spontanées. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a des annonces dans des médias spécialisés, journaux, les recherches par des réseaux institutionnels, l'ANPE, enfin Pôle emploi par exemple, ou alors des réseaux professionnels, l'environnement, des confrères qui ont déjà des temps partiels, qui peuvent rechercher un complément, etc. Ou une approche directe, alors ça c'est plus pour des entreprises de plus grande capacité, avec ce qu'on appelle des chasseurs de tête, la recherche d'une personne précise en mandatant une société spécialisée dans la recherche d'une personne répondant de façon très très précise à un besoin extrêmement ponctuel. Ensuite vient la phase de sélection. Cette phase de sélection,
elle va se faire par d'abord un tri des candidatures. Alors, premier tri, les points indispensables et discriminants qui vont permettre d'éliminer un grand nombre de candidatures, déjà dans les candidatures spontanées, mais dans les autres également, qui ne correspondent pas, que ce soit la formation, des éléments de la fiche de poste qui sont totalement rédhibitoires. Et après, des éléments secondaires, des notions de double compétence, des notions d'idées de profil élargi pour des compétences futures envisageables, pourront permettre de faire une deuxième étape de sélection. Et enfin, dernière étape, une présélection, le plus souvent téléphonique, qui permet déjà d'avoir une approche sur la motivation des candidats que l'on veut sélectionner avant une rencontre directe avec ceux-ci. Alors je suis très bref, hein, vous le voyez, mais parce que l'atelier est court et qu'il faut faire extrêmement... Et dernier point, c'est la finalisation du recrutement. Alors je parle d'humain, vous verrez tout le reste après. Moi je parle d'humain parce que c'est pas parce qu'on a recruté, ça y est, la personne est là dans l'entreprise, que le recrutement est terminé. Là va rentrer toute une phase d'intégration de cette nouvelle recrue au sein soit de l'équipe, mais même pour un cabinet isolé au sein du cabinet. Et cette intégration ne se fait pas directement comme ça, en posant la personne derrière son téléphone et en lui disant « il faut décrocher le téléphone ». Il y a toute une phase d'apprentissage, d'acquisition, de l'organisation interne, de la vision partagée des tâches attendues et de la fiche de poste. Et ça ne s'arrête pas là, mais également la suite, une adaptation au poste. Et du point de vue purement technique, il faudra apporter un soutien afin de vérifier pendant toute une période que les missions demandées correspondent bien à ce qu'il est possible de faire et aux attentes respectives du salarié, du nouveau salarié, mais également de l'employeur. Et c'est cette adéquation qui sans doute permettra que la suite des démarches dont on parlera plus tard, de l'accompagnement et du management, se passe dans de meilleures conditions. Voilà. J'ai été très court sur l'élément humain. Alors donc pour la suite, donc vous avez même envisagé la phase d'intégration. Peut-être même avant cette phase d'intégration, il y a la phase économique, il faut évaluer aussi, et c'est ce dont va vous parler Magali Youlès. Bonjour à tout le monde. Donc en fait, j'avais fait des simulations en fait des fiches de paye de 2 salariés, donc une un peu plus de niveau un peu moins élevé. Donc la secrétaire diplômée qui est coefficient 209 et une secrétaire médicale classique à coefficient 207. Donc là, vous avez des propositions donc, de contrat de travail donc de 35 heures, d'une durée de 35 heures par semaine. Donc on s'aperçoit que le coût pour une personne à coefficient 207, son salaire brut serait de 1 501 €, que son salaire net tomberait à 1 139 € et que le coût total pour une personne embauchée avec ce coefficient-là pour un temps plein serait de 1 851 € pour un mois total pour un cabinet médical. On peut constater également que pour une secrétaire médicale diplômée, ben là c'est pareil, hein, le salaire brut serait de 1 515 €, le salaire net tomberait à 1 150 €, et soit un coût total de 1 880 € pour un mois. Donc au vu de ça, ce qui veut dire que les cotisations sociales indiquées, donc ça sera par mois, ça sera 712 € à payer, 730 pour les 2 premiers cas à temps plein, ce qui reviendrait par un trimestre à 1 436 € pour un coefficient 207 avec une durée de 35 heures par semaine et 1 460 € pour 35 heures pour un coefficient 209. Donc pour un cabinet à ce niveau-là, ben, il faut prévoir que les charges du trimestre soient quand même importantes ou soit de prévoir le paiement par mois. Ça aussi c'est possible de pouvoir moduler la cotisation, surtout URSSAF, par mois et pas par trimestre. Et également, entre-temps, la législation a également changé pour les temps partiels. Depuis le 1er juillet 2014, normalement, elle doit être au minimum de 24 heures par semaine, sauf si la convention collective y déroge.
Ce qui est votre cas, en fait, la convention collective des cabinets médicaux vient de sortir, de publier donc une modification de la loi. Donc elle prévoit que maintenant, une secrétaire puisse travailler au minimum 16 heures et non 24 heures comme le prévoit la loi. Automatiquement, ben là, l'évolution, j'avais fait une proposition avec 24, mais comme entre-temps ça a évolué, donc pour une salariée donc, à 16 heures, donc ce qui représente à peu près un contrat de 70 heures par mois, avec un coefficient 207, le coût s'élèverait pour 16 heures à 825,73 € pour le mois, et soit par trimestre à un coût de charge de 915 € pour le fait d'embaucher une secrétaire à 16 heures par semaine, avec un coefficient de 107, donc on va dire une secrétaire de base au minimum. Et ensuite, vous avez la secrétaire donc, qui est diplômée qualifiée, automatiquement, pour un contrat à 16 heures par semaine, le coût pour une secrétaire serait de 840 € et soit un coût pour cotisation sociale au trimestre, ça serait de 940 € également. Donc voilà, donc à ce niveau-là. Et par conséquent, si la secrétaire souhaite travailler plus que 16 heures, c'est aussi possible, vous avez la possibilité de pouvoir y accéder. Et par contre, si elle vous demande, elle, de travailler moins que 16 heures, vous avez la possibilité de le faire. Elle doit vous faire un écrit pour lequel elle indique que soit pour faire face à des contraintes personnelles ou soit accumuler plusieurs emplois afin qu'elle puisse atteindre un temps plein. Donc voilà, dans ce sens, pour une fiche, pour 2 secrétaires, avec la seule différence entre les deux, c'est que l'une est diplômée, l'autre ne l'est pas. Bien. Donc, ce qui veut dire que, au-delà donc de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, du recensement des besoins, le calcul économique est à faire en fonction évidemment de la qualification de la personne. On a pris des exemples les plus fréquents et qui vous concernent, voilà. Mais ça se prend à chaque fois avec effectivement le calcul des cotisations de. Au-delà de ça, on peut passer au contrat de travail, puisque là, l'étude a été faite, y compris l'étude économique, et puis Lionel, Stataire, va parler du contrat de travail. Donc le contrat de travail, c'est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à disposition d'une autre, l'employeur, sous la subordination de laquelle il se place, moyennant une rémunération. Donc en France, la loi n'impose pas d'établir un écrit pour le contrat de travail. Par contre, il y a 2 remarques à ce sujet. C'est que d'une part, certains types de contrats imposent quand même un écrit. C'est le contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Et l'autre remarque, c'est que s'il n'y a pas d'écrit d'établi, le contrat sera réputé à temps plein et en plus à durée indéterminée. Néanmoins, en plus, certaines conventions collectives imposent d'établir un écrit, et c'est notamment le cas pour la convention collective des cabinets médicaux, donc qui précise que toute embauche sera confirmée à l'intéressé par une lettre dans laquelle seront indiquées la nature, le ou les lieux de l'emploi, ses fonctions, coefficient hiérarchique, rémunération, durée hebdomadaire du travail, référence à la convention applicable et la durée de la période d'essai. Donc, ce qui revient à dire que la convention collective des cabinets médicaux impose d'établir un contrat de travail, puisque justement, comme on le voit affiché, c'est les principaux éléments qui doivent apparaître dans le contrat de travail, et donc on retrouve à peu près tout ce qui est indiqué dans la convention collective des cabinets médicaux. Donc l'identité des parties, donc l'identité complète de l'entreprise qui embauche et du salarié, le lieu de travail, qui n'est pas forcément celle du siège de la société, qui peut avoir plusieurs établissements, les fonctions du salarié, la date de début du contrat, la nature du contrat, les modalités d'attribution des congés, le délai de préavis, le montant de la rémunération qui en principe doit être exprimé en brut, la durée du travail et la convention collective applicable. Donc justement, en parlant de convention collective, donc, il s'agit de l'accord écrit traitant de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés, des garanties sociales par branche professionnelle au niveau national, régional ou local. Et donc les parties signataires de cette convention sont les organisations syndicales qui représentent les travailleurs et les organisations représentant les employeurs. Aussi, on a les principaux éléments qui doivent figurer donc dans ces conventions collectives. Bon, je ne vais pas les citer, hein, elles sont affichées. Et donc ce qu'on peut rajouter
pour ce qui concerne la convention collective des cabinets médicaux, qui devrait concerner à peu près tout le monde ici, c'est qu'elle régit les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement, donc à l'exclusion du personnel travaillant également au domicile du médecin. Donc, par exemple, une femme de ménage qui travaille au domicile du médecin n'est pas tenue par la convention collective des cabinets médicaux. Et enfin, cette convention collective s'applique quel que soit le lieu d'exercice du médecin, que ce soit cabinet de ville, clinique, hôpital ou établissement de soins. Donc le contrat... Uniquement si le contrat est fait entre un médecin libéral et un salarié. Et un salarié qui exerce une profession dans le cadre professionnel, justement. Effectivement, s'il emploie à titre privé, par exemple pour le ménage à son domicile, là, la convention collective, cette convention collective-là, en tout cas, ne s'appliquera pas. C'est pas extensible. Bien. La fiche de poste, Frédéric Trinizeski. Alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, j'en ai parlé dans le processus de recrutement. Mais là, on vient de vous parler du contrat de travail. Le contrat de travail est signé, la personne travaille. Mais pour l'instant, on ne sait pas, elle ne sait pas de manière précise ce qu'elle doit faire et ce qu'elle va devoir faire. Et donc, je vous propose une méthode de réflexion sur cette fiche de poste. Non pas une fiche de poste, hein, c'est une méthode de réflexion et d'approche à la fiche de poste. Alors, cette méthode, première chose, c'est la définition des besoins. Je les ai classés en 3 catégories. Des besoins immédiats. Les besoins immédiats, c'est les dossiers à traiter et les dossiers opérationnels immédiatement nécessaires au fonctionnement de votre cabinet médical en l'occurrence. Les besoins à moyen terme, c'est des besoins dont le traitement ne nécessite pas une urgence, qui ne va pas perturber le fonctionnement direct de votre cabinet. Ça peut être de la communication, de la gestion de contrats, pourquoi pas de contrats d'assurance, de contrats téléphoniques, etc. Ça fait partie des besoins à moyen terme. Et enfin, des besoins à plus long terme, ce seront l'éventuelle prise en compte de dossiers de fonds, réflexion sur une démarche d'amélioration d'un processus de fonctionnement du secrétariat, sur une démarche d'amélioration du fonctionnement de l'accueil des patients, par exemple. Là, ce sera sur des besoins à plus long terme. Une fois cette définition des besoins faite, on passe à la deuxième phase, qui est construire réellement cette fiche de poste. Alors, le premier élément, c'est la raison d'être du poste. C'est quoi? C'est exprimer en quelques lignes le pourquoi de ce poste dans l'entreprise. Son domaine, la mission globale. Le plus souvent, c'est le secrétariat, dans les cabinets médicaux. Donc, on va définir, il s'agit d'un poste de secrétariat. Deuxième élément, la nature et l'étendue des activités. Alors là, je crois qu'il est indispensable de préciser les missions inhérentes à ce poste de travail, en distinguant éventuellement des missions principales et des missions secondaires. Ce qui permettra également d'adapter les priorités de travail de notre futur salarié à ces missions-là et à se référer systématiquement à cette fiche de poste. Et le troisième élément qui me paraît important de déterminer sur cette fiche de poste, c'est l'environnement de travail. Alors dans un cabinet simple, l'environnement de travail, il est relativement aisé. Mais lorsque on se trouve dans des cabinets un peu plus gros, cabinets d'imagerie par exemple, qui ont de nombreux salariés, il est important de placer le salarié dans l'organigramme de l'entreprise. Savoir quel est le lien hiérarchique qui existe entre les différents salariés, quelle est sa position dans ce lien hiérarchique éventuel, et les différentes relations qui existent entre les différentes personnes de l'entreprise. Et également à ce niveau-là, dans l'environnement de travail, on peut définir des éventuels moyens mis à disposition pour le travail, que ce soit des moyens techniques ou des moyens financiers ou éventuellement des délégations de pouvoir de l'employeur vers l'employé seront définis à ce niveau-là. Et le troisième point, qui à mon avis n'est pas du tout inutile et n'est clairement pas à négliger, c'est définir les compétences requises. Je les ai classées, j'ai mis des petits points derrière volontairement. Le savoir,
c'est facile, les connaissances théoriques de la personne. Le savoir-faire, ben là, c'est les connaissances pratiques et la mise en pratique de ces connaissances théoriques. Parfois, et ça c'est valable dans des plus grosses structures, le savoir-faire, la capacité de la personne elle-même à déléguer ou à commander. Le savoir-être, l'ensemble des comportements, des attitudes nécessaires à l'accomplissement correct de la mission. Et ça, dans le secrétariat ou dans l'accueil dans un cabinet médical, c'est un point extrêmement important et sur lequel il faut avoir une vigilance extrême. Le vouloir faire, la motivation du salarié aux différents aspects de la fiche de poste, parce qu'on a défini différents aspects, mais forcément, votre salarié ne sera pas à l'aise de la même manière selon les éléments de la fiche de poste, et le vouloir-faire pourra peut-être être différent. Et après, j'aurais encore mis peut-être le pouvoir-faire, qui revient un peu aux deux premiers, mais qui est finalement la capacité réelle à accomplir la mission en prenant en compte l'ensemble de ces dimensions-là. Ça devient, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit, hein, mais ça devient plus philosophique. Néanmoins, ça fait partie des éléments, et on le verra après, cette fiche de poste n'est que le prémisse de la suite de la vie du contrat. Et je crois que c'est ça. C'est la vie du contrat derrière. C'est ça, la vie du contrat, oui, tout à fait. Alors, la vie du contrat, donc la gestion, et on reviendra au management. La seule chose, Frédéric Triniski est passionné parce que c'est aussi une autre corde de son arc en dehors de l'art de la médecine. Mais il prend du temps. Il prend du temps, donc il faut accélérer un peu le processus. Voilà. Donc, lorsque vous avez choisi la personne qui vous a séduit lors de l'entretien et qui a les compétences requises pour le travail que vous lui proposez, automatiquement, on se situe avec des obligations. Hein. Le système français prévoit que lors de chaque embauche de personnel, il est obligatoirement, on est obligé de lui faire passer la visite. On est obligé d'effectuer donc la déclaration préalable à l'embauche au moins 7 jours avant l'embauche. Mais bon, par défaut, en pratique, on essaye au moins de garantir ces 7 jours, au moins 1 à 2 jours avant l'embauche. Sinon, après, lorsque la salariée a signé son contrat de travail, on a effectué donc la déclaration préalable à l'embauche, il ne faut pas oublier de lui faire passer la visite médicale, qui est obligatoire dans un délai imparti qui doit être pendant la période de décès, mais le plus tôt est le mieux, en tout cas à chaque fois, parce qu'au moins on est garanti que la personne est apte à son poste. Et ensuite, les obligations également déclaratives qu'on peut rencontrer également, c'est lors d'un accident du travail, de ne pas oublier de faire la déclaration à la CPM dont dépend le salarié dans les 48 heures de l'acte. Sinon, une particularité pour votre convention collective, donc pour les cabinets médicaux, de ne pas aussi oublier lors d'un entretien à l'embauche, de demander à la salariée ou salarié de savoir s'il a déjà de l'ancienneté ou s'il vient déjà d'un autre cabinet, parce que la convention collective prévoit de reprendre la moitié de l'ancienneté acquise au précédent employeur. Donc automatiquement, ça peut également jouer pour la rémunération que vous allez lui proposer. Parce qu'une rémunération donnée, automatiquement, s'il faut intégrer en plus la moitié de reprise de l'ancienneté, ça peut également jouer en défaveur, peut-être pour la salariée ou pour vous, si vous ne pouvez pas la prendre, parce qu'au niveau du coût, cela pourrait représenter. Et ensuite, les payes. Donc les payes, en fait, elles sont établies en règle générale dans les cabinets médicaux aux alentours du 25 de chaque mois. Tout dépend de savoir si le personnel ou la personnel que vous avez pris vient du monde de l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, ils sont payés assez tôt au niveau des paiements, alors que dans l'entreprise privée, la plupart du temps, les entreprises payent aux alentours entre le 20 et le 30, si c'est possible. Et par contre, de transmettre également les éléments, qu'on appelle ça les éléments variables, dans un délai raisonnable à votre conseil en social, pour qu'elle puisse vous établir les fiches de paye à ce sujet. Ensuite,
On arrive donc aux charges sociales. Donc les charges sociales sont dues tous les 15 du mois suivant le trimestre civil. Donc comme un exemple, les cotisations sociales au titre du 4e trimestre 2014 seront payées pour le 15 janvier 2015. Chaque trimestre est établi des bordereaux de cotisation à l'URSSAF, où à l'intérieur est intégrée donc la cotisation Pôle emploi. Vous avez la cotisation retraite, la cotisation prévoyance et la cotisation taxe sur les salaires. Donc ce sont tous ces ces 4 taxes qui doivent être payées donc, on va dire, le 15 de chaque trimestre suivant le trimestre civil. Ensuite, ces taxes ou ces cotisations, elles sont également payées maintenant, la plupart du temps, par télédéclaration et par télérèglement également. Donc à ce moment-là, on est obligé d'établir donc des mandats avant au niveau de la mission pour pouvoir vous permettre qu'elles soient automatiquement payées par télérèglement. Automatiquement, nous, on fait l'envoi des fichiers aux organismes concernés pour que vous puissiez être prélevés sur vos comptes bancaires les cotisations dues. Merci. Ensuite, il est également dû aussi au niveau la formation professionnelle. Donc, c'est une taxe qui est due aussi l'année suivante la fin de l'année civile. Donc là, pour 2014, elle sera due au 28 février 2015. Et également la taxe d'apprentissage, mais elle n'est due que pour les structures, donc les CELARL, et pas pour des BNC. Donc celle-ci aussi sera due au 28 février, donc N+1. Donc si on prend l'exemple de 2014, elle sera due au 28 février 2015. Et également, à la même période, sera également à devoir la taxe pour le FONGECIF, si au cours de l'année, vous avez pris une personne en CDD, en contrat à durée déterminée. Donc là aussi, la taxe sera donc la taxe FONGECIF. Donc c'est ça, c'est le 1% pour les contrats à CDD qu'on doit aux organismes de formation également. Et la troisième partie, donc, c'est l'avis concernant les congés payés. Donc les congés payés pour un salarié, elles acquièrent chaque mois 2 jours et demi ouvrables de congés par mois de présence pendant la période légale, donc qui va du 1er juin N au 31 mai N+1. Au 31 mai N+1, le salarié aura acquis donc 30 jours de congés et ils seront donc à prendre à partir du 1er juin de N+1 ou jusqu'au 31 mai N+2. Donc si on représente par année, donc si je prends un exemple en prenant le 1er juin 2014 au 31 mai 2015, donc la salariée elle aura acquis 30 jours à ce moment-là. Et à compter donc du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2016, elle pourra prendre ses 30 jours. Concernant aussi la maladie, l'indemnisation du congé de maladie est garantie à 100% de la rémunération nette. Donc on maintient le salaire sur le net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. Tant que la sécurité sociale versera les indemnités journalières, au maximum, ça sera 3 ans. Donc la sécurité sociale rembourse pendant 3 ans une maladie. Ça ne sera le cas que si la salariée aura 1 an d'ancienneté, par contre. Si elle n'a pas 1 an d'ancienneté, il y aura maintien de salaire, mais seulement parce qu'on est en droit local, donc pour l'Alsace-Moselle. Ensuite, je peux faire le point avec le droit local. Donc en fait, parce que du fait qu'on soit en Alsace, il y a maintien du salaire à compter du 1er jour pendant 6 semaines, soit 42 jours, quelle que soit l'ancienneté et la nature du contrat. Donc, si votre personne, elle est embauchée, elle a moins d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, automatiquement, elle pourra bénéficier du maintien de salaire, parce qu'on est en Alsace-Moselle. Donc ça aussi, à ne pas oublier, on sera obligé de faire la subrogation et pas de lui décompter la maladie. Par ailleurs, la prévoyance, qui elle aussi, le personnel en bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance à compter d'1 an de présence, là aussi, au cabinet pour les non-cadres, mais dès le 1er jour pour les cadres. Donc ça, c'est une obligation de la loi que les cadres soient protégés dès le 1er jour par la prévoyance décès. Ce régime comprend donc l'incapacité temporaire de travail, l'invalidité et le décès de l'assuré ou invalidité absolue et définitive.
Et la prestation incapacité temporaire de travail assure notamment le versement d'indemnités journalières complétant celle de la sécurité sociale dès le 4e jour de la maladie ou dès le 1er jour pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Donc en fait, les 3 premiers jours dits de carence, normalement ce seront toujours à la charge de l'employeur, mais vu qu'on est en Alsace-Moselle, ils seront toujours quand même du même, parce qu'il y a le maintien de salaire. Et donc la prévoyance prendra le relais dès le 4e jour, comme les indemnités journalières de la sécurité sociale. Concernant aussi la maladie, donc la salariée bénéficie du congé de maternité ou du congé d'adoption selon la législation en vigueur, mais il n'y a pas de maintien de salaire à ce moment-là. Donc l'employeur ne sera pas obligé de faire l'avance des fonds pour le congé de maternité. La salariée percevra elle-même tout de suite les indemnités journalières de la sécurité sociale lors de sa maternité. Voilà ce qu'on peut dire sur l'avis du contrat en règle générale dans le cabinet médical, mais c'est à peu près partout pareil, sauf qu'il y a des petites particularités dans votre profession, donc il faut toujours le savoir et puis en tenir compte donc, selon les cas qui se présentent à vous au moment venu. Le contrat étant posé, l'avis du contrat étant posé, le management maintenant, Frédéric. Oui, alors je vais essayer d'être plus court que tout à l'heure. Alors je vous ai mis 3 roues comme ça. Les 3 roues que j'ai mises là, qui sont la motivation, l'évaluation et la formation, qui moi me semblent 3 points importants pour avoir une vie sereine avec votre salarié. On peut passer à la suivante. Et je commencerai par l'évaluation. Alors, l'évaluation, même si ce n'est pas une obligation légale dans le Code du travail, cependant, il paraît quand même dans les textes conventionnels comme une obligation d'évaluation annuelle des salariés. Alors, pourquoi j'ai mis donc un devoir, voilà, un droit, c'est quoi? Le droit, c'est le fait que le salarié a droit à la clarté des modalités de l'évaluation. Donc cette évaluation doit être faite avec une totale transparence envers le salarié. Et pourquoi j'ai mis une nécessité? Parce que clairement, c'est grâce à cette évaluation par rapport aux éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était la fiche de poste, que vous allez pouvoir réellement faire vivre une évolution sereine et un management serein de votre salarié au sein de votre entreprise. J'essaye de faire vite, donc on passe à la dia suivante, parce que la dernière, je vais y consacrer un tout petit peu plus de temps. La formation, alors j'ai mis 3 billes. Le plan interne de formation, il s'agit d'un plan éventuellement interne, ça c'est moins valable dans un cabinet médical, quoique vous allez le faire de façon indirecte en formant votre salarié à une tâche spécifique à l'usage de votre télétransmission. C'est une forme de plan interne de formation, mais c'est plus valable dans les grandes entreprises qui vont faire des sessions de formation dédiées, mais ça va bien pour des cabinets de radiologie une fois de plus, qui vont faire des formations dédiées pour leurs manipulateurs radio en interne. Les 2 autres éléments, qui sont le droit individuel à la formation. Alors je ne le détaillerai pas et j'en parlerai pas plus que ça parce qu'il va être modifié à partir du 1er janvier 2015, mais tout salarié qui a plus d'1 an d'activité dans une entreprise a un droit individuel à la formation. Madame Boulez vous l'a dit tout à l'heure, vous cotisez tous les ans pour des fonds de formation. Et voilà à quoi sert cet argent, à financer ce droit individuel à la formation. Et le dernier point que j'ai mis là-dedans, c'est le congé individuel de formation, qui lui est, comme son nom l'indique, un congé, donc une absence du salarié à sa propre demande, bien sûr un congé non rémunéré, durant lequel le salarié va demander d'effectuer une formation qui là est libre et ne peut pas être influencée par son employeur. Mais tout ça, ça vous donne des possibilités d'avoir un salarié formé. Et là, pardon, je croyais qu'il y avait une... Non, c'est bon. Et alors la dernière dia de cet élément-là, c'était de parler un peu de motivation, parce que c'est un peu ce qui pêche, je crois, dans les cabinets médicaux. On est des chefs d'entreprise, mais sans le savoir, et souvent, on n'a pas de formation en management et on n'est pas des managers. Or, je vous ai mis là quelques idées reçues, 7 idées reçues sur la motivation du salarié. Première chose,
penser que la rémunération est la seule chose qui peut motiver un salarié. C'est vrai que c'est sans doute un élément important, mais c'est sans doute pas le seul élément qui pourrait motiver un salarié à effectuer son travail ou à rester dans une entreprise. Deuxième élément, estimer que les moteurs de la motivation sont les mêmes pour tous les collaborateurs ou pour tous les salariés. Mais c'est pas parce qu'on a eu une ancienne secrétaire qu'elle était motivée par le salaire que la suivante le sera de la même manière, ou qu'elle était motivée par le contact avec les patients que la suivante le sera également. Donc à vous de savoir analyser cet élément-là. Troisième idée reçue, considérer que la réussite d'un collaborateur est due uniquement à ses compétences. Je vous l'ai mis tout à l'heure, ça va bien plus loin. Le savoir et le savoir-faire ne suffisent pas. Il faut le savoir-être, le vouloir-être et le pouvoir. Donc on a un certain nombre d'éléments supplémentaires à prendre en compte. Présumer que la seule source de démotivation vient de l'individu, c'est-à-dire que se dire que s'il n'est pas motivé dans son travail, c'est de sa faute, c'est son problème, on n'y est pour rien. Je ne pense pas que l'employeur ou que l'équipe qui est autour ne soit pour rien dans le fait qu'un salarié ne soit pas motivé au travail. Autre idée reçue, envisager que la mesure de la satisfaction reflète fidèlement l'état de motivation. Alors, on peut se satisfaire de conditions de travail parce qu'on a un salaire qui convient, des horaires qui conviennent, c'est une satisfaction, mais ce n'est pas pour autant que la motivation et l'implication au travail seront présents. Après, sixième point, être convaincu que les gens savent précisément ce qui les intéresse et ce qui les motive. Et là, j'en reviens à ma notion d'évaluation. C'est sans doute une des clés, cette évaluation, pour permettre avec le salarié de déterminer quels sont les éléments qui, dans son poste et dans son travail, le motivent. Et très probablement qu'ils ne le savent pas eux-mêmes et que c'est grâce à un travail de collaboration entre l'employeur et l'employé que l'on peut sortir ces sources de motivation. Et enfin, pour terminer, je pense que j'aurais pas mis plus de temps que prévu, juger que la méthode de la carotte et du bâton est toujours la plus efficace, c'est la méthode la plus simple, c'est la méthode que l'on emploie tous instinctivement. Quand ça va bien, on donne une petite prime, on distribue des bons points, et quand ça va pas, on tape sur le bureau en criant bien fort, vous n'avez pas décroché le téléphone ou vous n'avez pas envoyé ce papier à l'URSSAF à temps. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on fait évoluer une relation de confiance entre un salarié et son employeur. Alors, j'avais 4 minutes pour vous faire du management, je suis désolé, il y aurait des mois, des années de formation et d'entraînement là-dessus, mais voilà, j'ai fait au plus près. Ça valait la peine, et puis ça vient juste avant la fin du contrat, mais la fin du contrat à plusieurs coups. Je vous demanderai simplement d'être bref, puisqu'on a épuisé un peu le temps. Voilà. Donc lors de chaque fin de contrat, un préavis est en principe obligatoire pour le salarié mais aussi pour l'employeur. Donc ce préavis pour le cabinet médicaux dépend de l'ancienneté, du statut cadre ou non cadre et également du motif de la rupture du contrat. Donc, les durées sont indiquées. Tout sera, pour ce qui est le détail de ces jours-là, de ces durées, de ces chiffres, tout sera sur Internet, accessible sur le site de l'Union à partir du 1er novembre. Donc, un des motifs de rupture de contrat de travail, c'est la démission. Donc, c'est quand c'est à l'initiative du salarié. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de formalisme spécifique. La seule chose, c'est que la démission ne se présume pas. Il faut que la volonté de démissionner du salarié soit sans ambiguïté. Et ce qui est dû en cas de démission, c'est l'indemnité compensatrice de congés payés. Donc, c'est les congés qui n'ont pas été pris par le salarié, il faut lui payer. Et il faut effectuer le préavis. Deuxième motif, rupture conventionnelle du contrat de travail. Donc là, c'est quand il y a un accord, un commun accord entre l'employeur et le salarié pour rompre le contrat. Dans ce cas, la procédure est plus complexe puisqu'il y a une procédure légale à suivre et notamment, il faut homologuer la convention de rupture par la direction départementale du travail. Et dans ce cas, il y a une indemnité de congé payé et également une indemnité de rupture du contrat de travail.
défile. Hein. Troisième motif, c'est le départ en retraite. Donc dans ce cas, il peut y avoir, ça peut avoir deux origines. C'est soit le départ volontaire du salarié, donc dans ce cas, il n'y a pas de procédure spécifique, ou alors c'est la mise à la retraite par l'employeur. Mais dans ce cas, le salarié doit avoir droit à la retraite à taux plein. Et dans ce cas, il y a une procédure à suivre. Les éléments de solde de tout compte, donc c'est l'indemnité compensatrice de congés payés, le préavis, toujours les mêmes, et une indemnité de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite qui, pour les cabinets médicaux, est calculée comme indiqué. Et donc également à savoir que l'indemnité de départ à la retraite est soumise à cotisation sociale. Ne pas oublier. D'accord, c'est important d'en tenir compte. Est-ce que ça majore Ça nettement le coûte- coût? Oui, ça Forcément. coûte très cher pour le cabinet quand on ne le prévoit pas, ou également lorsque vous changez de cabinet ou que vous associez et qu'il y a déjà une secrétaire, il faut en tenir compte. Parce que nous, on a le cas au cabinet où une secrétaire a plus de 20 ans d'ancienneté, elle part, ils viennent de s'associer et la personne qui vient de s'associer elle n'avait pas fait attention à ce petit départ-là, et le coût est important, surtout que c'est une personne qui est qualifiée, elle a plus de 20 ans d'ancienneté, au vu de sa rémunération, à la finalité, il faut prévoir l'enveloppe de fin. Et qui va dire de fin, c'est pas seulement que de lui verser son salaire, mais veut dire également des charges sociales qui vont suivre dans le trimestre suivant pour le paiement. La dernière cause de rupture de contrat, c'est bien sûr le licenciement. Donc il y a différentes sortes. Donc le licenciement pour cause personnelle, donc c'est quand la cause du licenciement est inhérente à la personne du salarié. Donc là, ça peut être le licenciement pour faute ou le licenciement non disciplinaire. Dans ce cas, il y a une procédure à suivre, donc notamment la convocation à un entretien, l'entretien en lui-même et la notification de la décision de licencier par l'employeur. Et éventuellement, comme toujours, un préavis à effectuer. Et dans ce cas, les éléments de solde du compte sont l'indemnité compensatrice de congés payés, le préavis dont la durée dépend du motif du licenciement, et évidemment une indemnité de licenciement qui, elle aussi, dépend du motif. Et donc on a encore le licenciement pour inaptitude. Donc là aussi, les causes de licenciement sont inhérentes à la personne du salarié. Il s'agit d'un licenciement non disciplinaire, et donc c'est lié à une caractéristique propre du salarié. Dans ce cas, il faut distinguer pour les éléments de solde de compte l'inaptitude qui est d'origine professionnelle ou non professionnelle, et donc les conséquences financières ne sont pas les mêmes selon la catégorie dans laquelle on se place. Bravo, merci. Il nous reste 5 minutes. S'il y avait des questions supplémentaires ou éclairantes à poser à nos intervenants. Sur les primes, par exemple, les primes exceptionnelles, donc elles sont dues automatiquement à partir du moment où elles deviennent régulières. C'est ça, il faut qu'elle soit constante et fixe. Constante et fixe. Oui, périodique aussi. Ouais. Périodicité, oui. Donc ça veut dire que par exemple, si vous les donnez à Noël, parce que là on arrive au mois de décembre, chaque année vous donnez une prime, la même somme, au bout de 3 ans c'est acquis. D'accord. Yes. Donc, je suis salarié, alors. Oui, ça devient un usage. Ils vont être contents chez toi. Et s'il y a une différence de rémunération au niveau de cette prime, à ce moment-là... Là ça pourrait, oui. Il faut faire fluctuer la prime pour pas qu'elle devienne fixe en fait. Tant qu'elle n'est pas fixe, ça ne deviendra pas un usage. Je profite pour une question Oui. complémentaire. La notion de fixe est-elle fixe en montant, mais ou peut-elle être fixe par rapport à un salaire, durée. un salaire Alors, déjà, du style une prime fixe 10% correspondant à un X%, mois de salaire. un mois de salaire. par défaut, dans un la demi-mois de convention salaire. collective des cabinets médicaux, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de 13e mois mois. prévu. Bien sûr. Donc Non, mais déjà c'est pour là, ça. à partir de là, la prime, si elle est versée, elle sera au choix et à la décision sûr. de l'employeur. Mais ma question était, si elle est liée au salaire, elle n'est pas forcément fixe puisque le salaire évolue, donc elle Exactement. n'est pas fixe. Mais alors elle devient fixe, enfin elle est considérée comme fixe ou pas si tous les ans est versé un 13e mois.
Ouais. devient-elle fixe Ou un parce que demi, la 13e somme, mois. ou un demi, 13e mois, puisque la somme Alors, après, varie, voilà, mais si on néanmoins, se elle base est sur liée la au- rémunération Voilà. à ce moment-là, oui, elle deviendra. Elle Parce que devient fixe. Les si on modalités dit que sont ce sont les fixes. modalités, parce Et que voilà. si on considère que c'est Je voulais- un 13e mois de salaire, Souvent. à ce moment-là, Je voulais ben, que ce soit précisé. chaque parce que ça année, serait différent. oui, bon, vous avez raison, donc chaque année, la somme ne sera pas La même. automatiquement, mais ça sera toujours basé sur la rémunération de la personne, de sa rémunération actuelle. Donc attention, c'est pas que le montant, Ouais. C'est la modalité. régularité. C'était Ouais. pour ça que je voulais lui faire préciser. Oui, dans Merci. ce sens-là, oui. Merci. Mais c'est vrai qu'en règle générale, chez nous, au cabinet, la plupart du temps, c'est pas basé, C'est un montant. c'est un montant, voilà, qui est déterminé par l'employeur. Et la plupart du temps, c'est peu probable que ce soit le 13e mois. Ah, moi, j'avais encore une question peut-être à poser, justement, parce que c'est, en vous écoutant, c'est complexe. C'est complexe. On a vu, c'est complexe sur le plan humain, c'est complexe sur le plan. Vous évoquez une convention collective qui d'un mois à l'autre fait varier les Oui. choses. Et donc, du coup, quel conseil pouvez-vous donner, vous, en tant que Oui. professionnel et vous, votre vécu, puisque vous travaillez avec les cabinets souvent, pour pouvoir justement être dans les clous, pour pouvoir être déchargé du temps. Enfin, Bien sûr. Vous l'avez vu, à la fois le management humain est complexe, ça c'est votre rôle, il est difficile d'aller le déléguer et d'aller le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est votre mission, elle est lourde parce que l'évaluation, vous avez vu dans la notion de rupture de contrat que l'évaluation participe éventuellement à un licenciement. Mais tout le reste, et ce qu'ils vous ont présenté là, vous imaginez bien que c'est encore bien plus complexe que le management. Et si vous voulez vous y consacrer à temps plein, je crois que c'est une mission impossible. Et pour ça, à mon avis, il faut se faire aider. Et comment se faire aider? C'est par des conseils, qu'ils soient cabinet d'expertise comptable ou cabinet spécialisé dans la gestion des payes. Et là, je crois que le meilleur outil, c'est ne faites pas vous-même, ne gérez pas le juridique des contrats de travail vous-même et ne gérez pas le financier du contrat de travail tout seul. C'est le cri du cœur du médecin libéral. T'as raison. Chacun son métier. Chacun son métier. ouais. Chacun son Chacun métier. Et de savoir aussi déterminer vos attentes surtout, et d'avoir, comme précisé tout à l'heure, la personne que vous souhaitez par rapport à votre besoin, de bien faire attention aux critères que vous souhaitez que la personne ait pour votre poste, et qu'après, nous, on puisse vous le retranscrire dans un contrat de travail, et également de vous le faire suivre la vie du temps avec la fiche de paye tous les mois. Parce que ça, c'est choisir important. un expert comptable ou un cabinet Ah. Bonne question. Voilà, parce que Vous voulez bien il y en a ça? qui on dit toujours une bonne entreprise, c'est un bon avocat, un bon comptable. Oui, et c'est pas Oui, un c'est comptable. être bien entouré. Voilà, Oui, mais c'est ça. comment choisir quels sont les critères pour nous, pour savoir si il est compétent, pas compétent Bah, je pense qu'au départ, c'est déjà une question de feeling avec la personne. Hein, parce que ça, c'est... Normalement, en termes de compétences, il ne doit pas y avoir d'énormes différences entre les différents professionnels, en principe. en principe. C'est quand même un métier réglementé, donc un peu comme les vôtres. Hein. Donc en principe, en termes de compétences pures, il ne devrait pas y avoir de spécificité énorme. Après, c'est une question de feeling et aussi une question de profil du cabinet, puisque notre cabinet est plus principalement spécialisé, par exemple, dans les professions médicales. D'autres cabinets seront plus spécialisés dans les grandes entreprises, d'autres cabinets pour les artisans, ou ainsi de suite. Donc c'est par rapport au profil du cabinet et aussi le feeling, comment ça passe entre les personnes et le cabinet. Quoi. J'aurais dit, quand on dit à un patient comment choisir son médecin, ben, la réponse est la même. Ben, c'est un peu pareil. Comment choisir son expert comptable? Ben, comment choisir son médecin? C'est Moi un peu j'aurais dit bouche à ça comme oreille, ça. c'est un Oui, peu- donc le bouche à oreille. Donc tout ce Bouche à oreille. qui fait qu'on choisit son médecin. Un médecin, c'est plus facile de changer qu'un Pourquoi expert comptable. Oh, oui, non, pas. Sur une année, je pense que c'est plus court. Ah oui, bien sûr, sur Oui, une année, oui, mais on oui. peut changer quand même. Non, mais vous avez autour de vous des praticiens qui travaillent et qui ont une... Après, vous avez la possibilité de faire des comparaisons, puis il y a des recoupements qui se font, et puis il y a certes, comme disait M. Salter, il y a des cabinets comptables qui se sont spécialisés dans le domaine, donc je En pense les que c'est comme ça. interrogeant au départ, ils vous le Oui, disent. ils vous le disent. Et puis je crois que la relation, c'est comme la relation d'embauche dont il parlait tout à l'heure, Faut se c'est... rencontrer. c'est la relation, hein, se voir, faut se rencontrer. C'est comme le médecin. Et puis vous faites aussi, vous pouvez faire ce que Frédéric vous avait conseillé tout à l'heure,
votre planning de recrutement. Vous pouvez aussi avoir vos exigences et votre grille d'évaluation, ça marche. Et puis la motivation, et puis le reste. C'est pareil. Sinon, je voulais également vous préciser, si vous avez du personnel ou vous allez avoir du personnel, ne pas oublier que dans le monde du travail actuellement, ça bouge énormément, d'avoir toujours ça en tête et de ne pas vous dire que c'est rigide. Non, il faut toujours se dire qu'il faut évoluer avec le temps et les propositions de loi qui nous sont faites, on va dire pas tous les jours, mais presque. Et automatiquement, au vu de ça, ne pas oublier que si vous avez des temps partiels actuellement qui sont moins de 24 heures, donc de penser de les passer à 16 heures, de leur faire une proposition, ça va être une obligation à compter du 1er janvier 2016, donc ça, ne pas l'oublier. Donc même si vos contrats ils sont anciens et qui datent avant du 1er juillet 2014, il faudra leur faire une proposition d'augmentation de leur contrat pour les passer au moins à 16 heures, du fait que la convention collective a proposé 16 heures par semaine. Donc ne pas l'oublier. Et par ailleurs, ne rentre pas dans ces 16 heures le personnel d'entretien. Donc il est prévu 5 heures minimum par semaine, donc à peu près 1 heure. 5 heures par semaine, oui. Donc 1 heure par jour, pardon. Donc ça aussi, ça sera 5 heures minimum par semaine. Donc là aussi, si elles veulent pas, si elles ne sont pas intéressées ou pas, toujours de faire un écrit. Donc ça, de ne pas l'oublier de le faire. Et juste une dernière question, tout ce qui est auto-entrepreneur, parce qu'il y a des secrétaires, enfin auto-entrepreneurs, voilà, qui viennent des fois nous démarcher, ou tout ce qui est système Viadom, ou ce genre de choses. Alors, vous savez, des secrétaires, enfin, il vous dédie quelqu'un, soit femme de ménage, soit secrétaire, qui vient. En fait, on n'a pas toutes ces contraintes. Oui. On choisit, si ça ne nous convient pas, on change. Mais j'avais entendu que nous, cabinets médicaux, on n'avait pas le droit par rapport aux secrets professionnels. Je ne sais pas, c'était des bruits qui couraient, je ne sais pas ça, trop. Là, alors là, par contre, aucune idée de non, non, normalement, auto-entrepreneur, normalement, il faut que la salariée, il n'y ait pas lien de subordination, en fait. Donc, ce qui caractérise un contrat de travail principal, c'est le lien de subordination entre la personne, l'employeur et la salariée. Par défaut, si vous avez une secrétaire en auto-entrepreneur, si lors d'un contrôle l'URSSAF arrive à caractériser le lien de subordination, vous êtes sûr que le redressement, il est là à 100%. Donc, c'est vraiment très... Il faut faire attention. Ouais, voilà, donc après, par contre, il y a des sociétés pour lesquelles vous avez des sociétés qui sont actuellement en mise à disposition, exactement, voilà. Tout ce qui est secrétariat, le secrétariat, tout ça. Voilà. Voilà. C'est un contrat de prestation. Oui, c'est du contrat de prestation, mais là, il n'y a pas de contre-indication a priori. À partir du moment où le contrat entre toi et la société prestatrice clarifie les liens et les conditions d'exercice. Et donc, on est dans la fiche de poste. À partir du moment où les conditions d'exercice de la fiche de poste stipulent l'obligation de secret, il n'y a pas de raison qu'une société de portage ne puisse pas te le faire. La dernière. Oui, non. Et une petite dernière précision également, ne pas oublier que la loi oblige qu'à compter du 1er janvier 2016 à mettre en place la mutuelle d'entreprise. Vous le savez également, pour le moment, les conventions collectives n'a pas encore, les partenaires sociaux ne sont pas mis d'accord. Mais si d'ici le 1er juillet 2015, il n'y a pas de décision, ça sera à vous, les employeurs, de faire le tour des mutualistes, des groupes mutualistes pour voir des contrats qui vous conviennent le mieux pour votre salarié. Voilà. Merci beaucoup. Merci.